Bienvenue. Il s'agit de séances d'apprentissage collab. C'est l'apprentissage de apprentissage de pair. Les membres ont créé cet espace pour le dialogue, pour poser des questions. Aujourd'hui, nous avons le projet Men Stories, Histoire des hommes. Donc, si vous avez nous allons repasser la parole à quelqu'un d'autre. Merci Bianca. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être une des hôtes de cette séance et de partager le projet Men Story avec vous. Je suis chercheuse et pratiquante de justice de genre et de santé. Les projets Men Story, c'est un projet que j'ai fondé en San Francisco, en Californie, en 2008 et j'ai travaillé dessus depuis et en collaboration avec une centaine de personnes. Ça a été une vraie joie de m'engager à ce travail. C'est un travail qui s'est répété tout au long des années et aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous le travail que nous avons mené, les leçons apprises, les conclusions de notre évaluation et vous inviter à la collaboration. Je vous invite à considérer s'il s'agit d'un travail que vous aimeriez faire dans la portée de votre travail au sein de vos organisations, car nous sommes ouverts à la collaboration et à l'adaptation. Nous avons retrouvé que c'est un travail adaptable aux différents contextes. C'est une démarche qui s'est manifesté aux États-Unis avec les mises en œuvre au Canada, et à Gaza aussi, dans la Cisjordanie, etc. Donc, ce serait vraiment génial si vous voulez écrire dans le chat d'où vous vous connectez pour avoir une idée de vos pays d'origine, de là où vous vous retrouvez. Et je vais des écrans multiples ici, ce sera difficile pour moi donc de suivre le chat et mon idée, c'est que ce soit une séance interactive. N'hésitez pas à partager vos questions à n'importe quel moment. Nous allons avoir aussi un moment pour la conversation. Donc, c'est vraiment surprenant de voir qu'il y a tant de pays ici. N'hésitez pas à partager vos idées pour aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous rejoindre. Et merci Esteban, Madame Montoya qui font partie de l'équipe. Merci d'être ici. Donc, je vais partager mon écran maintenant. J'espère que tous les aspects techniques vont bien marcher. Donc voilà le projet Main Story. Les hommes prennent une position personnelle et publique en faveur de la santé et de la masculinité saine et de la justice sociale. Voilà quelques photos que nous avons recueillies tout au long des temps et nous avons partagé des histoires vraiment personnelles qui examinent les idées sociales sur la masculinité à travers la perspective masculine et les histoires qui célèbrent euh, les hommes qui ont mis en question les normes de genre, les formes intersectionnelles de l'oppression et des hommes qui ont souffert la perpétuation de l'abléisme et du racisme aussi, suivi par le dialogue avec les audiences. Donc, passons à la séance en elle-même. Je vais partager un aperçu du projet, quelques aspects d'évaluation. Je vais partager également avec vous quelques vidéos, les leçons apprises à partir de la pratique et les initiatives que nous avons avec nos groupes partenaires. Et aussi, on va se pencher sur la discussion plus tard, mais vous pouvez afficher vos questions à n'importe quel moment, d'accord? Donc, voilà un collage que j'ai préparé pour une présentation TEDx que j'ai offert à Indiana
en Indiana, aux États-Unis, il y a quelques années, quelques défis sociaux qui sont intersectionnels sur la masculinité, différentes visions de la masculinité. Voilà quelques problèmes avec lesquels nous sommes tous familiarisés, avec une focalisation aux États-Unis dans ce cas. Donc, je vais le mettre dans une forme plus verbale. Ce message est fondé sur la recherche en sociologie et il y a tout un corpus de recherche qui s'est accru tout au long des années et nous voyons comment les normes de genre et les normes de masculinité ont produit des impacts sur la santé, l'égalité, la justice sociale pour tous et comment il y a des notions rigides et nuisibles de la masculinité qui peuvent bien sûr justifier, perpétrer, permettre diverses formes de violence contre les femmes, contre les personnes de la communauté LGBTQ, comment ces notions rigides peuvent encourager l'homophobie, la transphobie, aussi d'avoir des conduites de risque sexuel. Et il y a des conséquences pour les hommes au sein de relations pour leur santé sexuelle, pardon. Les hommes ont une tendance réduite à chercher des soins de santé contre les femmes vis-à-vis des femmes. Il y a aussi des questions liées à la toxicomanie, des idéations suicides, des symptômes dépressifs aussi aux États-Unis. Les hommes ont quatre fois plus risque, sont quatre fois plus en danger de se suicider contre les femmes. Il y a des conduites risquées, par exemple, des hommes qui conduisent leur voiture de manière risquée. Aussi, les fusillades de masse en général. Les fusillades de masse sont réalisées par des hommes homophobes, blancs, jeunes, et cela. Et aussi, il y a des hommes qui, par exemple, violent et sont violents en général contre les femmes parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent obtenir d'elles. Et dans l'ensemble, les hommes meurent 4 à 5 ans plus tôt que les femmes, pardon. Parce qu'ils ne mènent pas de conduite d'autoprotection. La COVID a eu son impact, mais l'élément comportemental joue un rôle très important dans cette différence. Et il y a aussi des postes de travail qui sont plus risqués aussi pour les hommes que pour les femmes. Depuis l'année 2008, lors du lancement de notre projet Men's Stories et pendant des décennies précédentes, nous avons travaillé pour développer les masculinités et plus saines et nous avons mené beaucoup de travaux partout dans le monde en faveur des programmes qui produisent un impact sur les masculinités, mais nous en avons besoin de plus dans l'environnement où nous nous trouvons. Par exemple, une femme a conduit une enquête sur les attitudes vers les genres avec différents partenaires et ils ont retrouvé que les attitudes des hommes sont dans un processus de régression. Il y a par exemple une justification de la violence domestique, des violences domestiques. Donc, il faut travailler davantage sur les masculinités sans aucun doute. Et nous avons mené des évaluations, des efforts qui montrent comment nous avons besoin des voix des hommes dans différents espaces. Nous vivons dans notre milieu culturel et il faut aider les gens à adopter une vision critique de la culture parce qu'il y a différents aspects de notre culture qui ont été normalisés. Par exemple, les garçons seront des garçons, ou c'est comme ça, les hommes sont comme ça, donc il faut l'accepter. Donc, il faut aller à l'encontre de tout cela pour reconstruire notre société de ce point de vue-là. Donc, ceci dit, avec ce background en tête, nous avons lancé le MSP, le projet Men's Story, en tant qu'activiste. Et c'était à cause de la réponse positive énorme que nous avons reçue. C'est comme ça que j'ai incorporé ce projet dans mon PhD, dans mes études de PhD. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre de manière plus formelle sur le domaine de
recherche sur les hommes et les masculinités. J'ai développé la pédagogie pour le faire réplicable, etc. Donc, les MSP est un projet de narration et de narrative communautaire qui amène un dialogue critique sur les masculinités dans les forums publics à travers les propres histoires, les propres voix des hommes. L'objectif, c'est de renforcer les attitudes, les croyances, les comportements et les normes qui soutiennent les masculinités saines et la justice de genre à travers des événements de narration qui sont typiquement locaux mais ce sont des événements qui se sont passés aussi en ligne. C'est une initiative qui peut être menée en ligne aussi à travers des films, des réseaux sociaux et des projections des films, des ateliers. Ces événements sont filmés pour créer des médias pertinents, c'est-à-dire les histoires sont présentées dans les réseaux sociaux. Nous créons aussi des documentaires à travers la filmation, le tournage de événements publics dans différents contextes, dans différents endroits éducatifs, par exemple. Donc, les médias créés peuvent être utilisés comme des outils éducatifs qui peuvent être disséminés dans les réseaux sociaux. Je devrais dire, comme introduction, je vais partager avec vous un trailer avec ma première production. Ça a été produit en 2008. C'était une petite vidéo qui compilait différentes parties de différentes histoires que nous avions partagées. Donc voilà une idée de leur production. Je vais essayer de le partager. Et cette vidéo est de l'année 2008, mais je crois que c'est très pertinent de le montrer aujourd'hui. J'aime bien les hommes. 10, 16 hommes et une femme avec des différentes histoires ont mis ensemble cette performance. Il y a des idées sur comment les hommes et les femmes et les garçons doivent se sentir et doivent se comporter. Je suis très nerveux. C'est l'heure de briser le cycle, de mettre fin aux problèmes d'alcoolisme de mon père, de mon grand-père. On peut attendre ou bien on peut continuer. J'ai décidé de dire à mes parents que la vérité. J'ai pensé toute la journée si je pourrais avoir des rapports sexuels. C'était dans ma pensée toute la journée. Ce que nous choisissons et ce que nous ne choisissons pas en tant qu'hommes. C'est pour Jason, c'est pour Greg, c'est pour Chris. Nous sommes partis de ce que les hommes en Afrique veulent changer. Nous sommes partis de ce changement. Un trailer d'une chaîne de YouTube qui a reçu un prix pour excellence de performance sur les médias. Le MSP et la chaîne de YouTube racontent les histoires personnelles des hommes et des masculinités partout dans le monde. Nous réimaginons la masculinité.
pour mettre fin aux stéréotypes dans un parcours pour guérir et pour trouver la justice. Donc, ce n'est qu'une chaîne de YouTube, mais vous pouvez trouver beaucoup d'histoires sur cette chaîne de YouTube et vous pouvez trouver des histoires des hommes sur des domaines très différents, toujours avec le centre sur la masculinité et la santé des concepts de masculinité. Je vais vous donner un peu plus d'histoire sur les productions MSP et après cela, je vais partager quelques vidéos de plus. Il s'agit des productions où les hommes peuvent raconter leurs histoires dans une communauté ou bien dans un campus de l'université. Ils peuvent participer à différents ateliers où ils peuvent apprendre ensemble, présenter et faire face aux défis. Et dans chaque production, il y a un partenariat qui existe avec le campus de l'université, etc. Donc, ils choisissent un groupe de personnes qui vont raconter leurs histoires sur la base des candidatures où ils expliquent pourquoi ils veulent raconter leurs histoires et un petit résumé de ce qu'ils vont raconter. Dans chaque production, il y a entre 5 et 15 présentateurs qui partagent leurs histoires avec le public. Il y a un dialogue avec le public et en général, il y a une foire aux ressources pour que les participants puissent avoir des conversations, pour qu'ils puissent se connecter avec les différentes opportunités qui existent. Parce que à ces événements, les personnes se sentent inspirées en général. Par rapport au contenu des histoires, comme vous avez vu sur les vidéos, il y a une approche holistique. Les hommes partagent des histoires qui célèbrent les uns et les autres, les relations familiales, les traditions qui ont été renforcées, les modèles à suivre en tant qu'hommes, leurs défis et les idées complexes sur la masculinité qu'ils ont appris au cours de leur vie et apprendre des expériences d'autres hommes. Ils résistent aussi des différentes formes d'oppression qui ont été perpétuées et qui ont existé dans leur vie. Donc, par rapport aux ateliers, les ateliers ont changé au fil du temps. Au début, c'était le public qui se bénéficiait du travail, mais au fil du temps, à partir du feedback des présentateurs, on a appris qu'il s'agit d'une opportunité pour soutenir les présentateurs, pour renforcer leurs capacités et renforcer leur plaidoyer, leur compréhension de l'intersection entre la masculinité, la santé et la justice. Et en tant qu'acteurs de genre et de justice et apprendre les uns des autres. Donc, ce processus d'atelier a été développé au fil du temps. Jusqu'à présent, en général, il y avait entre 7 ou 8 ateliers et le prochain pas, c'est de créer vraiment un plan d'études pour incorporer tous les apprentissages qui ont été récoltés au fil du temps. 2 heures, 12 heures et demie à peu près pour chaque atelier. Il y a un module d'apprentissage où ils apprennent sur les aspects de masculinité, santé et justice. Donc, on commence l'atelier, on parle de notre esprit à ce moment-là et il y a un cercle où chacun partage leur histoire et après cela, on divise le groupe en sous-groupes, en petits groupes de travail et bien sûr, on parle avec eux tout le temps pour voir s'il y a quelque chose d'autre qu'ils voudraient dire. Peut-être ils sont en train de dire des choses qu'ils ressentent comme oppression. Et puis à la fin, il y a un check-out, une clôture. Et le plan d'études a été développé à travers l'apprentissage qu'on a pu récolter dans cette période. Par rapport à la diversité des présentateurs,
Les âges sont entre 12 et 22, mais aussi 20, 30 ans, etc. Il y a des étudiants, des athlètes, des entraîneurs, des artistes, des vétérans de guerre, des dirigeants, des célébrités. Donc, il s'agit d'un groupe très, très divers. Et la plupart des productions, on a besoin de la présence des médias. Et cela est très important parce que cela peut amplifier l'éducation et pour vraiment toucher sur ces aspects plus complexes. C'est très important aussi de mentionner que ce travail atteint différents niveaux écologiques du travail du MSP parce qu'au niveau individuel, on a chaque présentateur et un membre du public. On a les événements avec le public et on peut voir la réponse en temps réel lorsqu'on partage les histoires. Puis, on a vu que cela stimule les dialogues entre les membres du public, entre les présentateurs qui, après l'événement, parlent avec leur famille sur les médias sociaux et leurs superviseurs, les personnes qui font du mentorat, tout le monde, tout leur cercle en général, le contenu est amplifié. Et puis, bien sûr, avec la communauté, les discussions sur les médias sociaux et le public plus large, bien sûr, les médias, les événements en ligne. Si on pense au plaidoyer, ce partage d'histoires personnelles peut arriver et peut changer des histoires et des réalités. Pour mentionner le cadre théorique du projet MSP, bien sûr, la perspective constructionniste sociale sur le genre, et un programme qui vise à transformer en matière de genre, transformer les structures, les normes du genre. C'est un programme de transformation parce que les personnes s'engagent de manière critique par rapport aux normes et pour améliorer l'égalité et l'équité. C'est un cadre guidé par l'intersectionnalité. C'est le genre, mais il s'agit de tous les éléments d'identité qui coexistent et qui ont un impact sur la vie de la personne et bien sûr qui affectent leurs privilèges, leurs discriminations, etc. Le travail est guidé par la théorie sociale cognitive qui parle de comment on apprend nos attitudes, comment on apprend notre comportement, l'influence des pairs, des modèles à suivre, l'apprentissage par observation. Cela nous donne un sentiment de auto-efficacité et la communauté d'apprentissage social. Si on partage, par exemple, une histoire de changement, par exemple, je me comportais de manière abusive avec mon partenaire et maintenant j'ai appris que ce comportement doit changer et on bien sûr partage pourquoi, etc. Il s'agit de comprendre le parcours de chaque personne, y compris les pas qu'ils ont dû suivre, les obstacles qu'ils ont rencontrés, la persévérance, les bénéfices qu'ils obtiennent à partir de ce changement. Tout cela permet à une personne qui est en train d'entendre cet atelier ou cette histoire, ils peuvent peut-être prendre un chemin similaire. Et ce type de réponse nous indique peut-être que dans le public, oh, peut-être c'est un comportement que ma communauté est en train de soutenir. Tout cela et la dissémination des innovations, comment une innovation rentre dans une société ou bien dans une communauté. Dans ce cas, l'innovation du Men's Story Project, c'est de remettre en question les normes néfastes. Et le concept des productions MSP sont les innovations et surtout dans les communautés, dans les campus universitaires où on a observé des situations pareilles,
Ce n'est pas très habituel d'avoir un groupe d'hommes qui partagent des histoires personnelles. Ce n'est pas habituel. Mais ce type de travail peut devenir la norme si ces productions commencent à avoir lieu très souvent et si on le voit comme une habitude et on peut le normaliser. Et ça, je pense que ça, c'est le but. Donc, quelques conclusions. Les hommes sont des êtres humains de plein droit, des êtres humains beaux. Il n'y a pas une seule masculinité. Il ne faut pas la définir. Les idées sociales sur le rôle des genres sont changeables. Et si la masculinité est nuisible, donc nous pouvons la mettre en question et la changer. Et tout le monde peut apprendre, guérir, changer et se développer, progresser, s'épanouir et nous sommes construits pour l'amour et pour la connexion avec les autres. Donc voilà un très beau et un très bel exemple que ce sont les fleurs, comment elles se relationnent avec le reste de la nature. Donc voilà ma croyance, ma conviction. Donc je vais ensuite vous montrer quelques vidéos. Voilà quelques exemples de notre projet jusqu'à nos jours. Nous avons mené plus de 20 productions originales. Nous avons travaillé avec des universités. J'ai été engagée comme consultatrice par ONU Femmes pour partager et ce travail avec les collègues de la Cisjordanie et d'autres organisations de la société civile. Et nous avons établi des partenariats avec Men Healing qui travaille avec les survivants masculins de la violence sexuelle. Et nous avons aidé les hommes à construire leurs propres histoires sur leur parcours de guérison. Je parle de survivants masculins des violences sexuelles. Nous pouvons parler davantage sur les adaptations thérapeutiques de tout cela et comment on peut approfondir ce travail avec les hommes. Nous avons fait une production avec TASA. C'est une association contre les agressions sexuelles, une production en ligne dont je vais partager quelques contenus. Il y a 2 études d'évaluation publiées sur ce travail-là et j'aimerais les partager avec vous si jamais quelqu'un aimerait avoir accès à tout cela. Je peux partager mon adresse mail avec vous à la fin de la séance. Il y a une étudiante qui appartient à l'école d'économie qui a écrit cette thèse à l'université de Cambridge et nous avons des programmes intégrés pour engager les hommes pour la prévention des violences. Il s'agit donc d'un projet bien ouvert au soutien de la recherche et des chercheuses et des chercheurs qui aimeraient examiner ce travail depuis plusieurs perspectives. Ce serait vraiment bien de établir des partenariats avec les chercheurs et quel serait l'impact pour différents publics. Il y a des ressources disponibles pour les groupes qui veulent entreprendre ce type de production. Il y a un guide de formation, il y a aussi un contrat de conteur, un contrat de narrateur aussi pour demeurer fidèle au principe de notre travail. Il y a un site internet et un canal YouTube et une chaîne YouTube et de documentaires. Nous avons gagné plusieurs prix, plusieurs reconnaissances et donc voilà quelque chose qui est adaptable à différents buts. C'est une initiative qui peut être utilisée de différentes manières avec différents groupes. J'aimerais partager avec vous quelques photos avant de passer aux vidéos. Voilà les photos de groupes qui ont créé ce travail. Il y a une très belle énergie ici. C'est un projet très vivant qui explore les opportunités pour encourager les dialogues rupal, des espaces pour l'ouverture. Il y a des moments de
de vérité, de véritables moments de vérité pour les hommes, pour les communautés. Voilà un auditorium de plus de 500 personnes et sièges, plus de 500 sièges dans l'université Brown. Donc voilà un événement. C'est les présentateurs traversent différents euh, ateliers ensemble et ils peuvent démarrer ensemble. Le fait que ces dialogues se passent de façon locale et les gens peuvent demeurer dans une relation, les conversations peuvent continuer. Donc voilà, notre intention, c'est d'avoir des catalystes locaux et on peut produire un effet semblable en ligne aussi. Il faut retrouver des manières de soutenir tout cela. Voilà une production avec 4 présentateurs. Euh, voilà le feedback positif que nous avons reçu de la part du public dans des événements plus larges. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une grande quantité de présentateurs. Il faut tout simplement avoir des gens qui racontent des histoires et ces gens peuvent être trouvés dans plusieurs endroits. Voilà la production à Gaza et à Cisjordanie et c'est la campagne pour l'égalité des genres financée par la Suède. Et à Santiago, au Chili, voilà un comédien, Coco Legrand, qui s'est présenté de manière gratuite pour partager ce projet des histoires des hommes. Et à droite, nous pouvons voir la première personne qui a changé de sexe au Chili. Dans l'université de Saint-Louis, nous avons constaté que les t-shirts peuvent avoir un effet incroyable. Les gens demandaient la création des t-shirts parce que cela construit un sens d'identité. Et c'est quelque chose d'une grande valeur pour les gens d'avoir un t-shirt qui les identifie. Et voilà le New Yorker Poets Cafe. C'est un café très célèbre à New York. J'ai mentionné Men Healing, cette organisation aussi. Donc, voyons si cette vidéo marche. Je vais essayer de la partager ici. Avons-nous des questions avant de la vidéo? Parce que j'ai viens de vous parler pendant 30 minutes sans interruption. Donc, avons-nous des questions avant de partager la vidéo? Je posais la question. Oui, oui. Bo- Très bien, bonjour. Je comprends que et c'est- j'aimerais vous aider avec une question qui m'intéresse. Comment définissez-vous, depuis les points de vue de la recherche que vous avez menée et de ce point de vue socio-constructiviste, de la construction de la société, comment définissez-vous la narration, le storytelling en anglais, et quelle est votre définition de narration? Comment est-ce que vous avez choisi, pourquoi avez-vous choisi cette technique? Eh bien, pour ce projet, le storytelling, le partage des narrations peut adopter différentes formes d'expression. Ça peut être une narration tout simple, ça peut être une poésie, un témoignage, une lettre de- d'un proche. Ça peut être une danse aussi qui a une introduction plus narrative. Dans le but de l'expliquer. Mais dans ce projet, les différents moyens artistiques sont utilisés dans un but de communication, pour communiquer. Comme vous voyez, je m'excuse de mon espagnol, mon niveau d'espagnol qui n'est pas parfait, mais l'objectif de partager des histoires au sein de ce projet, c'est pour la communication et l'utilisation des moyens artistiques au service du but d'une communication claire. Attendez juste une seconde. Donc ici, pour ce projet, l'objectif, c'est que les hommes partagent des histoires et qui fournissent un regard critique aux perspectives de genre masculin, rigide, plutôt rigide.
Et il y a aussi d'autres aspects qui sont dans l'intersection de genre, masculinité, santé, justice sociale. Et nous puisons dans les histoires personnelles parce que à travers cela, nous mettons en relief l'expérience des gens. Les narrations sortent les gens, forcent les gens à sortir de l'élément pédagogique et faire en sorte que les choses deviennent personnelles. Les gens donc sont en condition de partager leurs histoires personnelles. Et cela contribue à renforcer des liens entre les gens, à créer davantage de communautés lorsque les gens partagent leur propre vie avec d'autres dans leur communauté. Et est-ce que ça a répondu à votre question? Est-ce que j'ai clarifié votre doute? Oui, merci. Et merci de m'avoir parlé en espagnol. Oui, avec Je, quelques fautes, mais oui, merci. je voulais poser aussi une question. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, merci. Je suis M. Carlin Vesepinzi. Je suis le président national du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres en République démocratique du Congo. J'ai très bien suivi l'intervenante et je tiens vraiment à la remercier pour de belles expériences vraiment partagées. Et j'étais vraiment très intéressé parce que nous travaillons aussi avec les hommes et les garçons en utilisant les modèles socio-écologiques. Comme vous le savez, le modèle socio-écologique est à la fois une théorie, mais aussi une modélisation. En tant que théorie, vraiment, nous sommes dans le travail d'ensemble sur le plan relationnel entre les individus, entre les communautés et les individus, et leur environnement, l'environnement physique, environnement psychosocial et environnement sociologique. Et en tant que modélisation, c'est vraiment un modèle pratique qui permet de travailler en intervention, en identifiant vraiment des différentes problématiques dans le processus d'accompagnement, bien entendu, des hommes et des garçons pour vraiment cerner leur parcours de socialisation. Et les modèles écologiques que vous avez pratiquement partagés, en tout cas, vous avez touché un certain nombre de niveaux, hein, niveau individuel, communautaire, et aussi les niveaux, disons, communautaires associés au niveau individuel. Mais il y a un niveau que je n'ai pas senti dans votre intervention, c'est le niveau institutionnel. C'est-à-dire, comment est-ce que vous couplez le MSP, c'est-à-dire le Main Story Project, avec l'environnement légal, hein? Comment est-ce que les institutions du pays, hein, de votre pays, arrivent pratiquement à s'impliquer dans le cadre de vos actions? Je n'ai pas vraiment trop senti, vous n'avez pas trop approfondi, hein, disons, ces niveaux-là institutionnels, c'est-à-dire l'environnement légal, hein, hein, comment est-ce que, disons, le plaidoyer que vous pouvez mener même au niveau institutionnel, ça peut impacter dans le sens d'utiliser des success stories, hein, des hommes pour la transformation des communautés. En tout cas, c'est très important. Voilà pourquoi j'aimerais quand même avoir un point de vue. Et dans le message, j'avais déjà d'ailleurs posé, je ne savais pas que vous allez aborder les modèles socio-écologiques. Hein, dans le message, j'avais déjà laissé un message que vos interventions, il a fallu résumer cela sous les modèles socio-écologiques. Heureusement, donc, en suivant au fur et à mesure, vous avez abordé, mais vous n'avez pas vraiment trop insisté sur le niveau institutionnel, c'est-à-dire l'environnement légal, hein, le travail intersectoriel, le travail multisectoriel, comment est-ce que cela pourrait aussi contribuer dans le MSP. Voilà ma préoccupation. Je suis de la République démocratique du Congo. Je travaille dans la promotion de la masculinité positive et bien entendu dans les aspects aussi de gender transformative. Merci. Merci beaucoup de cette question. Ces productions
peuvent être créés de manière originale. Donc, chaque production est originale et pour chaque production, il y a une équipe de production au niveau local qui a été formée dans le contexte du MSP et ils vont créer une production selon ce qu'ils veulent achever. Donc, ils peuvent décider que peut-être le but de leur production est de faire du plaidoyer pour la santé reproductive et les droits dans un certain environnement. Par exemple, le droit à l'avortement. Et donc, ils vont organiser un événement pour la planification familiale et le droit à l'avortement, ou bien pour une loi de violence domestique, ou bien une autre loi par exemple, le congé paternité, par exemple. On peut créer une production qui implique les autorités d'une entreprise, par exemple, pour faire en sorte que leur entreprise prenne en compte les politiques de genre dans leur entreprise, ou bien avec les leaders politiques pour qu'ils puissent partager leurs histoires. On peut organiser des productions avec les hommes de la communauté, des hommes normaux, mais avec un propos de plaidoyer. Ce que je veux dire avec ça, c'est que le groupe de production décide quel sera le but de leur production et quels sont les objectifs de cette production. Et ils vont décider quel type de politique, quel type de loi, quel type de structure institutionnelle on veut cibler. Et la production va se développer selon ces buts et selon cet objectif. Et ils vont expliquer pourquoi ils font du plaidoyer pour cette loi. Et cela rend le processus personnalisé. On a vu des vidéos, des films documentaires qui ont un impact sur la formulation des lois et sur ces aspects qui vraiment impactent les personnes. Et je pense que les voix des hommes pour faire du plaidoyer pour des domaines qui ne sont pas habituels chez les hommes. Par exemple, le congé paternité, les droits reproductifs, la santé reproductive, etc. Donc, merci beaucoup pour cette question parce que cela présente un domaine différent où on peut utiliser ces productions. Je voudrais partager quelques histoires avec vous et après, on va faire une autre ronde de questions et réponses, seulement pour partager davantage d'exemples. Bon, voyons si on les trouve. J'ai beaucoup d'écrans à partager. Voilà un exemple. Je vais partager une histoire du Chili. Cette histoire existe depuis longtemps, mais il s'agit de la communauté LGBTQ et d'une personne qui vraiment remet en question la culture par rapport à cette communauté. Donc voilà quelqu'un qui partage une histoire dans un environnement où il y a beaucoup d'homophobie et de transphobie. Peut-être vous devez élever le volume de votre vidéo. Bonsoir, je suis Antonio et je voudrais partager mon histoire avec vous. Je suis né à Buin, mais j'ai grandi à Paral, dans le centre-sud de mon pays, du Chili. Après la séparation de mes parents, lorsque j'étais 7 mois, à l'âge de 7 mois, j'ai pensé au meilleur cadeau pour Noël. J'ai grandi dans une famille très conservatrice, mais aussi très religieuse, très chrétienne. Je vivais avec beaucoup de cousins, des hommes durs qui travaillaient sur le terrain. Et comme mon grand-père disait, c'était des hommes moches, c'était des hommes qui avaient beaucoup de cheveux. Et dans cet environnement, les vies des adultes étaient créées. Je ne pouvais jamais parler avec eux. C'était impossible de parler avec eux. Et je ne pouvais pas poser des questions à mes cousins.
pourquoi j'avais des cheveux dans tout mon corps. Je ne pouvais pas poser ces questions. Ou qu'est-ce que ça voulait dire de se masturber. Et lorsqu'on est petit, on veut poser des questions, mais on ne sait pas où les poser ou à qui poser ces questions. Je me suis habituée à entendre à l'école des blagues, du sarcasme, des commentaires par rapport aux homosexuels et en utilisant tout type d'insultes, des personnes sales, des personnes dégénérées, des pécheurs qui n'avaient pas la permission de Dieu pour faire cela. Et cela me faisait peur, vraiment peur. Je sentais que j'allais finir ma vie tout seul parce qu'à l'âge de 15 ans, je savais que j'étais attirée vers les hommes. Je me suis rendu compte que j'aimais les hommes. Et à ce moment-là, pour silencer les blagues et l'homophobie, j'ai pensé à obtenir peut-être un travail et j'ai décidé d'avoir une petite amie, une femme pour cacher cette attraction vers les hommes. Et je n'avais pas une seule petite amie, j'en avais 3. Je me souviens, c'était l'été et une de ces filles, la dernière petite amie, m'a dit, oui, allons-y, et allons-y, allons au coin. Et j'ai dit, pourquoi faire? Ah, vas-y, on y va. Et donc, j'ai simulé une situation de macho, oui, d'être un homme, un vrai homme. Mais quelque chose s'est passé à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire l'acte sexuel. Mon ami ne voulait pas fonctionner. Et bien sûr, cette fille l'a raconté à tout le monde. Je me souviens, j'ai un souvenir dans ma mémoire, c'était pendant la dictature de Pinochet. Ils nous ont raconté et on était en train de manger beaucoup de nourriture et notamment, on avait une situation où on pouvait manger des choses et il s'agissait des hommes de Dieu qui aidaient les personnes. Et j'ai commencé à travailler pour l'Église catholique depuis longtemps. J'ai travaillé dans la prison de Paral 3 ans en tant que bénévole. Il y avait beaucoup de prêtres qui disaient que je devais vivre dans cette institution et que c'était impossible. Et lorsque j'avais 27 ans, j'ai choisi l'Église catholique pour guérir, pas pour me cacher, pour guérir parce que j'étais très fatiguée des blagues et de la discrimination. Et lorsque je suis arrivée en Argentine, j'étais fascinée avec l'Argentine. J'étais missionnaire de l'Église catholique avec la robe, etc. Et pendant 6 ou 7 ans, j'ai fait du travail social avec les personnes. Je travaillais en tant que travailleur social. Et j'ai dû accomplir les 3 objectifs de l'Église. Travailler avec les pauvres, l'obédience, bien sûr, parce que j'ai bien appris cela depuis que j'étais un petit enfant. Mais l'objectif le plus difficile,
Celui qui a été très difficile était la chastité, parce que je n'ai pas pu vivre comme ça. En Argentine, j'ai commencé à rencontrer des personnes, à aller dans des endroits où je pouvais être moi-même, parce que je savais que je ne pouvais plus lutter contre ce qui m'y arrivait. J'avais peur de le confronter, bien sûr, mais à ce moment-là, j'ai connu un homme dans un chat room. J'ai connu un autre homme dans la rue. Mais ce n'étaient pas des personnes que je connaissais. Il ne s'agissait pas de personnes qu'on pourrait développer une relation. C'était des personnes qu'on rencontrait tout simplement. Et il y a eu un jour où je suis allée à Tucumán et j'ai connu Daniel. Daniel était enseignant dans la ville de Tucumán et il devait voyager une fois par mois à cette province de l'Argentine. On a commencé un lien, une relation. Et après, on organisait des visites, je cuisinais pour lui, on faisait le dîner ensemble. On était heureux, on rigolait et parfois on pleurait. Pour moi, Daniel a été un homme extraordinaire. On vivait dans un monde simultané, parallèle. Et au même temps, Daniel a commencé à m'inviter à quitter ce que je faisais et à faire face à la vie, à pouvoir regarder et prendre vol. À l'âge de 34 ans, j'ai pu m'observer. Daniel, à l'âge de 34 ans, a pu montrer son amour sans peur, sans préjugés. Il y a un an, j'ai quitté ma profession religieuse et j'ai fait face à ma vie. C'était peut-être la situation la plus douloureuse de faire face à ma famille, à mes amis, à mon père. Et je me suis assis face à eux et ma sœur m'a dit, on était en train d'attendre ce moment depuis que tu avais 15 ans. Daniel nous a quittés. Mais c'est à cause de lui que j'ai pu faire face à ma situation et que j'ai pu prendre vol. J'ai pu regarder le monde avec des nouveaux yeux et partager ma vérité. Et cela est ma vérité. Je suis homosexuel et je suis heureux. Merci. Je vais partager une petite partie de cette vidéo seulement pour le temps. C'est des États-Unis, de Saint Louis, et c'est l'addiction à la pornographie. C'est dans un environnement universitaire avec 300 personnes. Un jeune homme a partagé son parcours par rapport à son addiction à la pornographie. Je vais partager mon écran encore une fois. On avait une structure chez moi, mais elle avait disparu. Maintenant, j'avais la liberté d'utiliser mon temps comme je voulais.
avec mon ordinateur, l'Internet. Et les résultats étaient inévitables. La pornographie est devenue quelque chose de tous les jours. Je voulais ce contrôle. Ce n'était pas seulement pour but sexuel. Cette connexion me donnait un sens faux d'intimité et j'ai senti cela et je devais le répéter encore et encore. Je ne me rendais pas compte que cela altérait ma vision du sexe et des femmes. Je ne pouvais plus valoriser les femmes. La pornographie rendait ces femmes des objets comme un moyen pour mon plaisir. Les choses ont continué pendant les années et la pornographie m'aidait à faire face au stress de l'université. Et puis, j'ai connu une femme, la femme qui allait devenir ma femme pour ma vie. Et je crois que il y a des personnes qui ouvrent des yeux, ouvrent nos yeux. Et on n'arrive pas à voir sans ses yeux. Jordan et moi, on commençait à être ensemble et je me suis rendu compte que je voulais passer ma vie avec cette femme. C'était une histoire belle, mais cela est devenu un cauchemar parce que si on tombe amoureux, parfois la connexion est si forte qu'elle nous rend vulnérables. Et je me suis rendu compte que si j'aimais Jordan, j'allais devoir partager les défis de la pornographie dans ma vie. Un jour, nous nous sommes assis et j'ai partagé toutes ces informations. Et elle était très calme et elle m'a soutenue et la conversation m'a donné beaucoup de soulagement. Mais le jour suivant, j'ai vu la vraie réaction. Elle était vraiment étonnée. Et elle a exprimé pourquoi je devais voir ces histoires pornographiques si je l'aimais bien. Pourquoi s'il y avait de l'amour entre nous. La question était qu'elle ne se sentait pas au niveau de ce que je voulais et tous les sentiments sont apparus. Et c'était impossible pour moi de comprendre pourquoi j'avais besoin de ce type de contrôle. Après cela, on a commencé à avoir des doutes si cette relation était pour toute la vie ou non. En 3 jours, Jordan et moi ont été mariés pendant 9 mois. Ce n'est pas facile pour nous d'explorer les erreurs de ma vie, mais faire partie de cela, ça fait partie de ma guérison. C'est une tentation à laquelle je dois faire face tous les jours. Mais une chose qui est difficile pour moi, c'est d'en parler. Je ne sais pas pourquoi la masculinité est égale à nos peurs pour pouvoir dire que tout le monde, que tout va bien, mais ce n'est pas la vérité. Ça va bien de ne pas aller bien. J'ai continué à lutter avec mes problèmes, mais je me trouve dans un meilleur endroit. Euh, J'admets que j'ai un problème. J'ai commencé à parler avec un psy. C'est un homme qui se consacre à d'autres hommes, à d'autres femmes qui ont le même problème. Et ce qui est le plus important, j'ai retrouvé comment j'ai été encouragée à parler de ma douleur. En quelque sorte, je sens que Dieu m'a donné une deuxième opportunité dans la vie. Dans la vie, je ne suis pas parfait, mais je sais que je peux changer. Et depuis ma remise, j'ai découvert combien de temps j'ai perdu. Mais en même temps, j'ai découvert des habitudes plus saines pour remplacer des illusions que j'ai eues. J'ai commencé à prendre des leçons de piano. J'ai commencé à faire du gym. Suis sortie de ma zone de confort et euh, hmm,
C'est comme ça que j'ai retrouvé un bonheur que je ne connaissais pas précédemment. J'ai découvert mon manque de alphabétisation émotionnelle. Et lorsque je me trouve en stress, en douleur, j'ai appris à être en contact avec cette douleur et de prévenir les autres quand je ne vais pas bien. Et les résultats ont été surprenants. J'ai découvert des sentiments, des émotions que je ne connaissais même pas. J'ai continué mon parcours vers la récupération et je comprends qu'il s'agit d'un voyage à long terme. Je sais que ça ne sera pas facile, mais j'ai attends le voyage qui m'attend. Merci. D'accord, j'aimerais partager, nous nous rapprochons de la fin de notre réunion. J'aimerais partager avec vous une petite histoire de plus. C'est un morceau de la production chilienne du Men Story Project. Ça a été produit en 2010, mais elle est très actuelle, elle est toujours d'actualité. Et le comédien, il s'appelle Coco Legrand, il est un comédien chilien qui a un style assez particulier. Donc, je vais partager la vidéo avec vous pour vous mettre en contexte. Une seconde, s'il vous plaît. Cela parle de l'adaptabilité de ce projet et les façons ou les différentes façons à travers lesquelles nous pouvons mettre ça en pratique. Il y a 2 ans, personne n'aurait pensé ou n'aurait soutenu une Américaine aussi folle comme elle pour créer une profession aussi folle que celle-ci. Mais tout a changé. 14 hommes et une femme avec diverses expériences de vie ont créé une pièce de théâtre à Santiago pour rompre avec les silences, partager des histoires de vie et explorer les rôles des hommes dans la société. Le regard social est sur les genres, comment les hommes, les femmes, les garçons, les filles doivent se comporter, doivent se relationner et dans ces endroits de relation. J'ai vécu dans un monde parallèle. J'étais missionnaire. Et en même temps, j'étais un missionnaire homosexuel. Oui, ce sont 2 coups de poignet que j'ai reçus pour défendre ma mère. Oui, c'est un frérie, une union. Nous sommes inconditionnels. Nous nous donnons du soutien en permanence. Je m'appelle, je m'appelais jusqu'au 4 mai 2007 Maria Georgina, sexe féminin. À chaque fois que je ressentais une douleur physique ou à mon âme, je voulais pleurer. Mais je voyais que les gens disaient, il pleut comme les femmes. Et je disais, je ne suis pas femme. Et je ressens que les curés, les prêtres, sont les prêtres de l'âme, les guéris, les docteurs de l'âme. Et je lui ai dit un jour, nous devons rompre avec notre relation. euh, il faut acheter de la drogue. Mais non, c'est blanche. Oui, ce sont des petits morceaux pour les francophones. C'est assez difficile à traduire. Comme vous le voyez, ce sont des situations des différents stand-up qui sont montrés dans la vidéo. La science permet que les enfants soient nés sans le virus. Je suppose qu'il parle du VIH. L'Organisation des États américains, c'est là où nous faisons écouter nos voix. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous écoutent.
D'accord, il y a beaucoup plus à partager, mais je vais m'arrêter ici par souci de temps. En général, je vais revenir sur les slides pendant un instant et ensuite nous allons passer à la séance questions-réponses et au dialogue. Il y a plusieurs aspects pédagogiques qui sont impliqués dans cette démarche. Pour les collègues qui s'y intéressent, je peux partager davantage dans des webinaires de formation sur la pédagogie, surtout sur comment nous soutenons le présentateur au moment de partager leurs histoires. Mais ici, ce que j'aimerais partager, c'est au fur et à mesure que nous faisons du coaching pour le présentateur, s'il y a quelqu'un qui partage une histoire personnelle de changement, nous les aidons à penser sur comment ils veulent partager avec le public, comment et pourquoi ils ont décidé d'introduire un changement. Par exemple, l'homme qui a surmonté une addiction, une toxicomanie, comment il a navigué les différents défis, où il se trouve maintenant dans ce parcours de changement, quels sont les bénéfices du changement, quels sont les pas, les objectifs, etc. Et euh, ensuite, aider l'audience, le public à comprendre le changement et comment on a réussi à introduire ce changement dans sa propre vie et si les autres peuvent faire quelque chose de semblable aussi, c'est-à-dire offrir comme une sorte de servir comme une sorte d'inspiration. En matière des histoires, les histoires sont vraiment émotionnelles. Il y a un contenu pédagogique là-bas aussi. Il y a des raisons pour démontrer que lorsque les gens partagent des histoires personnelles qui sont émotionnelles, qui sont vivantes, ils peuvent transporter l'auditeur dans l'expérience, vers l'expérience de la personne qui raconte l'histoire. Cela aide à construire de l'empathie, à retrouver un terrain commun et à s'éloigner de la réponse défensive. Par exemple, si je me plante sur scène et je vous dis que je vous dis ne soyez pas homophobique ou n'exercez pas des violences contre les femmes, si vous partagez par contre une histoire personnelle, on peut s'identifier aux expériences de l'autre. C'est plus facile à les absorber. Par rapport aux narrations locales, comme j'ai dit, nous avons la pertinence locale, des opportunités pour un dialogue en permanence entre les gens qui se trouvent sur scène et les gens dans l'audience. Il y a une redevabilité de la part des présentateurs parce qu'ils doivent être vraisemblables par rapport à ce qu'ils racontent. Cela peut affecter les normes perçues, les préjugés surtout dans ce type des événements et des dialogues qui se passent de façon continue et on peut les intégrer avec d'autres efforts, par exemple en matière d'engager les hommes pour construire des masculinités positives. Il y a des conclusions aussi de nos études, mais il y a 2 articles qui sont disponibles publiquement et je serais ravie de le partager avec les collègues. Dans ce cas, prévenez-moi. Et en fait, nous avons retrouvé dans les 2 études de recherche les impacts positifs de cet impact pour les membres du public et aussi pour les présentateurs. Donc voilà, pour les présentateurs, nous avons retrouvé qu'ils ont dit qu'ils avaient une sensation de fierté, d'autonomisation, de guérison pour faire partie, à cause d'avoir fait partie de ce chantier. Ils ont également appris sur les masculinités, la sensation de guérison, une sensation de nouveaux sens à travers la compréhension des expériences d'un autre point de vue. Ils se sont sentis heureux sur comment le partage des expériences pouvait aider les autres et plusieurs d'entre eux ont augmenté leur propre engagement pour une meilleure justice sociale. Il y avait un homme, par exemple, il y avait en fait 2 hommes qui avaient écrit leur mémoire
Et l'un, par exemple, a fait un tour littéraire pour parler des violences domestiques. Donc, nous avons été ravis de partager tout cela avec lui. Donc, voilà d'autres aspects par rapport au public, une meilleure compréhension des masculinités et comment les masculinités se construisent socialement. Il faut savoir que les hommes ne sont pas tout seuls dans leurs expériences. Nous avons aussi développé une certaine amitié entre le présentateur et d'autres, et ils ont aussi constaté ou réévalué leurs préjugés, leurs stéréotypes, et nous avons aussi constaté une intention de arrêter la police de genre, c'est-à-dire la dominance de certaines normes de genre. Et nous avons accumulé une centaine ou des centaines d'heures de discussion aussi. Donc, voilà quelques commentaires fournis par le public. Toutes les productions sont évaluées. Nous avons des formulaires de feedback qui sont distribués parmi les membres du public. Par exemple, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai repensé, j'ai réfléchi sur mes propres préjugés, etc. Et ces slides, je crois, seront aussi partagés avec vous. J'ai ouvert mes yeux au processus de guérison et j'ai pu voir les pas que les autres ont entrepris vers leur propre guérison. Donc, voilà l'explication du parcours qui est tellement importante et le moment est venu pour que les hommes puissent exprimer publiquement leurs propres expériences. Maintenant, j'aimerais partager cela, ce projet et a des éléments extrêmement importants sur la prévention des dommages. euh, pour chaque production, l'équipe de production et aussi MSP Central passe en revue les versions préliminaires des histoires pour que tout le monde, éviter que les présentations soient nuisibles. Euh, donc, où nous avons eu très peu d'expérience, en tout cas, sur des présentations qui ont été nuisibles, mais l'idée, c'est que dans les présentations, dans les histoires, on ne perpétue pas des idées nuisibles. Euh, on n'identifie pas d'autres, sauf la personne qui parle. Donc, on se focalise seulement sur la propre expérience du présentateur et les mineurs qui ont été survivants ne sont jamais identifiés. Nous voulons aider, nous aidons les présentateurs à considérer combien de risques ils sont prêts à prendre. Par exemple, on peut faire face aux conséquences au moment de confesser son homosexualité en public. Nous nous assurons que les présentateurs soient soutenus à travers une évaluation des processus. Il y a tout un processus d'évaluation. Il y a une politique à porte ouverte. euh, tout le monde peut évaluer et donner son retour d'information sur le processus. Donc, si la violence sera discutée, il faut que l'histoire soit partagée aussi ailleurs avec un psychologue, par exemple. Ce n'est pas le moment, le moment de faire de faire la narration. Ce n'est pas le moment de partager une expérience de violence pour la première fois. Il faut l'avoir processée auparavant et il ne faut pas partager des descriptions graphiques des violences dans les histoires. Et pour chaque événement en ligne, il faut avoir un psychologue présent, une liste de ressources qui soient partagées, etc. Donc, quelques conclusions à partir de la pratique. Il s'agit d'un travail vraiment relationnel. Donc, il faut que et on puisse soutenir les présentateurs pour qu'ils créent leur histoire de manière qui a un sens. Il faut renforcer les capacités pour l'activisme, pour le leadership entre pairs, pour les présentateurs eux-mêmes. Et il s'agit d'un programme de épanouissement parce que c'est un programme qui soutient le développement d'un groupe social, qui renforce, qui encourage les collaborations entre les différentes organisations et qui renforce les capacités davantage
Donc, j'aimerais passer à la dernière. C'est un projet qui est ouvert à la collaboration. Il y a ce projet, ce travail peut être adapté et je suis ravie de faire un tourbillon d'idées avec les différents groupes. C'est une nouvelle histoire pour raconter l'histoire des différents points de vue, pour avoir davantage de justice. Ici, la partie du projet de raconter des histoires pour préserver et transmettre des traditions et créer des nouvelles traditions. Je vais arrêter le partage et je peux répondre des questions et des doutes. Merci beaucoup pour avoir organisé cet événement. J'aime bien le travail, c'est très complexe, c'est beaucoup pour consommer dans 1 heure et demie. C'est vraiment un projet énorme. Et pour être un homme des Caraïbes par rapport aux masculinités et depuis le point de vue de la race et d'être noir. Donc, mon commentaire est lié à des termes que j'ai utilisés beaucoup, mais qui ne sont pas critiqués. Par exemple, la masculinité toxique, la masculinité positive, la masculinité non saine, etc. Et je croyais qu'on devait être plus il faut faire attention parce que quel est l'opposé à positive? C'est toxique. Toxique, c'est ne pas sain ou c'est sain ou ce n'est pas sain. Donc, tous ces termes et cette terminologie, euh, pour moi, on définit la masculinité comme bonne ou mauvaise. Et l'idée, ce n'est pas de créer une dichotomie bon-mauvais, mais d'intervenir pour créer une agence et de point de départ pour mieux comprendre la masculinité. Donc, je suis un peu préoccupée en utilisant cette terminologie saine, positive, toxique, parce que on a des implications qui peut-être établissent une division au lieu de vraiment distribuer le travail de manière intersectionnelle. La deuxième question est lié à l'intersectionnalité. C'est un mot pour analyser et la manière dans laquelle on utilise cela, il n'y a pas un total d'oppression. Et c'est difficile de parler de difficile, toxique, positive, saine. Si c'est la violence liée au genre, il faut la nommer en tant que violence liée au genre. Mais peut-être on doit aborder l'idée de base, la masculinité et les différents problèmes liés. Et il faut s'adresser à ces aspects. La décolonisation du genre est essentielle pour faire ce travail parce que la décolonisation présente une nouvelle manière de faire ce travail. Lorsque vous dites que ce travail peut s'adapter, comment il s'adapte depuis la perspective de la race et de la décolonisation? Parce que c'est impossible de nous concentrer sur la conversation si on ne comprend pas le contenu et l'applicabilité aux différentes régions. Je vous remercie parce que c'est vraiment la contribution. Ça, cela n'est qu'une contribution. Pour ne pas reproduire des notions binaires de bon ou mauvais. Merci Wesley. Je n'utilise pas le mot toxique, masculinité toxique, pas du tout lorsque je parle de cela. Je viens de la santé publique et les notions de masculinité ont un impact concret sur la santé des personnes. J'ai utilisé le terme masculinité saine dans cette présentation. J'ai utilisé le mot positif et il y a des discussions, mais bien sûr, je comprends bien et cela est dirigé de manière locale par des équipes
au niveau local. Et tout cela est facilité par des personnes au niveau local aussi. Et le type de formation que j'offre, c'est pour prévenir les conséquences néfastes et pour soutenir les présentateurs et les facilitateurs au niveau local prennent l'initiative à partir de ça. Il y a beaucoup de mentalités ouvertes pour créer cela au niveau local. Mais bien sûr, on peut nous connecter davantage et je pense que vos réflexions sont très intéressantes. Merci. Sari, allez-y. Merci pour le travail extraordinaire. Je suis Sari du Japon et j'étais une boursière de l'Alliance de Men Engage et je fais la recherche sur la relation entre la masculinité et la justice sociale et je suis en train d'organiser un atelier et un événement où les hommes peuvent parler de leurs histoires, un peu comme le MSP. Et donc, il y a un peu un type d'événement et j'ai retrouvé des défis et c'est comment trouver des hommes qui acceptent de partager leur vulnérabilité. Dans ma région, dans l'Asie, les hommes ne sont pas habitués à partager leurs histoires privées parce qu'ils considèrent que ce n'est pas quelque chose pour partager. Donc, ma première question, c'est comment est-ce qu'on peut aborder ce problème? Comment est-ce qu'on peut comment on peut créer cet espace en toute sécurité et de créer un espace de transformation pour ces activismes. Merci pour cette question. Félicitations pour votre travail. Comment est-ce qu'on arrive aux personnes? Je crois que dans l'appel d'offres pour trouver et établir un environnement dès le début. Lorsqu'on travaille avec les partenaires locaux, ils sont peut-être un groupe de production au niveau local dans un campus universitaire, par exemple. Et donc, on peut commencer par parler avec le bureau de violence sexuelle ou de prévention ou de diversité, etc., de chaque bureau. Et ce sont des organisations qui se réunissent et il y a des co-sponsors et qui établit les liens, qui établit la confiance dès le début. Et après cela, le contenu de cet appel de soumission, de quoi le projet s'agit et pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce qu'on veut créer, un dialogue public et cela nous aide à voir et que les personnes sachent que cela s'organise dans plusieurs endroits et qu'ils font partie du mouvement des hommes dans les différents endroits du monde. Et ça, c'est très, très puissant. Savoir que ce travail a été très bien reçu ailleurs et cela aide aux personnes à avoir le courage de se présenter et présenter leur vulnérabilité. Dans la première session de l'atelier, en général, on établit les règles pour créer un espace en toute sécurité et avec respect. Ce dont on a besoin pour vraiment nous présenter ensemble pour être un espace en toute sécurité. Ces règles sont écrites, elles sont partagées et les personnes les connaissent. Je sais que c'est l'intention de ce groupe. Je suis très bouleversée par comment parfois dans les introductions des événements, il y a un autre moment important pour présenter l'importance du projet, pour garantir que c'est un espace en cours, c'est en progrès, cela établit l'esprit
adéquat où nous sommes en train de partager de manière honnête pour améliorer le monde en général. Je crois qu'on peut prendre une dernière question et après on va fermer. Simon, allez-y. Merci. Merci pour cette présentation. Je voulais savoir un peu plus sur votre public parce que dans mon expérience, c'est que beaucoup du travail se fait déjà entre les hommes qui sont déjà d'accord avec nos principes. Oui, ça arrive souvent. Votre travail des hommes qui parlent avec des hommes, je crois que ça peut inclure plus de personnes. Je voulais savoir si vous avez analysé qui est votre public exactement et si vous trouvez que votre projet est meilleur que d'autres projets en arrivant aux hommes qui ne sont pas souvent dans notre public. Le but de ce projet principal, c'est de créer des réseaux. Lorsqu'on a un programme en présentiel, on se rend compte que le pouvoir des réseaux est très visible. Ils invitent bien sûr les personnes qu'ils connaissent, l'équipe de production invite à leur famille, ils renvoient des invitations à toutes ces personnes. Donc, si ce sont des athlètes, on peut inclure les fraternités, les organisations qui travaillent avec des hommes et qui, en général, ne participeraient pas de ce type d'événement. Oui, on peut, je sais pas, le pub du coin ou le club, etc., ils peuvent vraiment aider à renforcer le réseau et de garantir la diversité des participants. Et puis, ces personnes parleront avec davantage de personnes et ils parleront de participer à l'événement en présentiel ou bien parler avec d'autres personnes qui peut-être connaissent et sont à- qui connaissent le projet. Et parfois, lorsqu'il y a une production avec les hommes qui partagent différents aspects, il y aurait des personnes, il peut y avoir des personnes dans le public qui, bien sûr, sont d'accord que la violence de genre, la violence domestique n'est pas une bonne chose, mais ils ne connaissent pas beaucoup sur l'égalité ou sur la transphobie ou l'homophobie. Et donc, les hommes peuvent remettre en question quelque chose qui peut-être ils n'imaginaient pas qu'ils allaient remettre en question. Et ce sont les présentateurs eux-mêmes aussi. Et la recherche a trouvé que les meilleures démarches pour améliorer les préjugés chez les personnes, c'est de créer des groupes de personnes avec des identités diverses et de les situer en tant que personnes égales. Et après cela, travailler sur le but qu'ils veulent atteindre. Et c'est quelque chose qui arrive avec la diversité d'identité, des groupes d'hommes qui n'auraient pas interagi dans une autre situation. Et à la fin, les personnes décrivent le processus comme une manière de faire de nouveaux amis, avoir des mentorats très valables et de rester ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais mettre l'information de contact pour que vous puissiez m'envoyer des questions. Aussi, si vous aimeriez partager quelques liens aux aspects que vous avez mentionnés, s'il y a des vidéos, par exemple, s'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à votre adresse mail de façon supplémentaire, je vais enverrai les liens, oui, à l'étude. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. On restera en contact.